Un jour c'est le carré noir et puis le lendemain c'est reparti pour les photos de bouffe et les vidéos lifestyle. Toute forme de rejet systématique d'un groupe donné trahit une certaine bêtise et un manque de curiosité qui sont tous deux issus d'un manque de culture. Et donc en fait c'est à ça qu'il faut s'attaquer si on veut s'attaquer de façon efficace à ce genre de phénomène. Alors c'est tout à fait compréhensible qu'on veuille descendre dans la rue pour manifester une solidarité qui est évidemment bienvenue, mais il faut bien avoir conscience du fait que ça n'a pas ou très peu d'impact sur l'objet combattu, comme l'a relevé le frère de George Floyd lui-même d'ailleurs. What are y'all doing? Y'all doing nothing! Because that's not gonna bring my brother back at all. Œuvrer à l'anoblissement des mœurs, c'est pas une tâche sporadique qu'on accomplit comme ça à la faveur des quelques scandales qui ponctuent l'actualité. C'est d'abord et avant tout un travail strictement personnel de constitution de valeurs et d'intérêts. Et c'est pour ça que c'est un leurre d'attendre que tous les changements viennent d'en haut. Educate yourself! Educate yourself! Don't wait for somebody else to tell you who's who! Alors évidemment c'est très utopique, mais si tout le monde arrêtait de consommer des conneries, eh bien ces conneries-là, elles finiraient par disparaître. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas avoir à la fois le loisir d'un mode de vie insoucieux et déconnecté de tout effort intellectuel, et en même temps une société parfaitement juste et vertueuse. Bon déjà, qu'est-ce qu'une société juste? Vieille question que les plus grands esprits n'ont pas pu élucider, et il y a peu d'apparence qu'on soit aujourd'hui dans un contexte plus favorable à son élucidation. Racontez-moi, donc vous avez peur des clowns blancs? Ça me terrifie. Quoi, C'est c'est que vrai. j'étais... On a du mal à prendre le réel dans toute sa complexité, parce que dans sa complexité, il nous dépasse et il nous dérange, du fait qu'il semble inéluctablement cruel. Du coup, pour échapper à cette cruauté, on a tendance à imputer les actes, non pas aux personnes elles-mêmes, mais à des superstructures qui ont l'avantage d'être ou de paraître modifiables à notre gré. William James a cette thèse forte, selon laquelle nos idées, nos concepts seraient pas à l'image du monde, mais seraient des constructions et des instruments par lesquels on mettrait l'expérience en ordre pour mieux la maîtriser. Et du coup, dans cette perspective, la vérité est entièrement subjective et c'est la propriété qu'on donne aux idées qui se sont avérées fonctionnelles et utiles à notre appréhension du monde. Or, évidemment, c'est plus pratique d'avoir des coupables bien désignés, des camps bien définis, plutôt que d'envisager le réel dans tous les entrelacs d'émotions, de croyances et de circonstances qui le caractérisent. Parce que du coup, il devient plus intelligible et descriptible en quelques phrases, ce qui s'accommode bien du discours de révolte et de ses supports matériels. Difficile de cultiver la nuance dans un tweet ou une pancarte de 50 cm. Donc c'est en partie leur caractère pratique et confortable qui explique le succès des slogans et des phrases chocs dans des mouvements comme celui auquel on a pu assister. Et le slogan a un grand pouvoir de séduction parce qu'il est tranchant, bref, et qui renvoie une image claire de la réalité, là où la pensée nous installe rarement dans le confort de la certitude et de l'identification sereine des valeurs, le bien, le mal, le juste, l'injuste, etc. Alors on peut jeter un œil sur deux de ces pancartes pour voir un peu comment ça marche. Alors là on voit bien comment la formule favorise l'identification et l'adhésion, hein, et sous-entend même une certaine normativité, c'est-à-dire que tout le monde devrait détester la police, et si vous ne faites pas comme tout le monde, vous n'êtes pas digne de la communauté. Donc c'est intéressant parce que l'expression tout le monde, sémantiquement, elle englobe, mais dans ce cas précis, pragmatiquement, elle exclut. Et inutile de préciser que ce genre de propos, comme d'autres du même type, condamne abusivement, par excès de généralité, l'ensemble d'une corporation, et donc au nom de la justice, on tient des propos qui créent de la négativité et qui deviennent le ferment de la confrontation et du clivage, par quoi on est loin de l'harmonie souhaitée.
Cette deuxième pancarte, c'est un cas plus isolé, mais qui rend compte d'un certain ton dominant. Alors le problème de ce genre de propos, c'est qu'il suppose une tendance générale, et donc ce « toi », ça pourrait être n'importe qui, et de fait, il invite n'importe qui à s'y identifier. Or, je pense pas qu'aujourd'hui, dans nos villes, le citoyen lambda se reconnaisse là-dedans. Donc un message comme ça crée un climat de tension et de méfiance, en renvoyant l'image d'une société plus injuste qu'elle ne l'est, ce qui exacerbe les rancœurs légitimes et les nourrit jusqu'à l'excès. Et le danger, c'est que tout ça accouche d'une aigreur qui serait le fruit de ce climat de suspicion et de méfiance. Autrement dit, ce genre de pancarte risque par maladresse de créer des tensions nouvelles sans amoindrir celles qu'il s'agissait d'apaiser dans un premier temps. D'une façon plus générale, la simplicité discursive, au fond, c'est la même qui de l'autre côté sert le racisme, l'antisémitisme, etc. Donc c'est dommage de verser dans les mêmes travers que ceux qu'on veut combattre. Et l'abandon d'une certaine exigence quant à la pensée et au discours est à l'origine de toutes les dérives. Derrière l'apparence de suractivité qui a suivi cette affaire, il y a aussi une certaine paresse de penser par soi, et quelque chose qu'on pourrait appeler un manque de courage, qui serait celui de suspendre son jugement et d'accepter l'incertitude. Et c'est là qu'on voit à quel point l'intensité des réactions et leur extension, permise notamment par les réseaux sociaux, exerce une pression énorme, et on se sent presque mis en demeure de réagir, et du coup, évidemment, on préfère recevoir l'aval du grand nombre plutôt que de prendre le risque d'assumer une solitude pénible. Et certains, évidemment, en tirent parti pour sublimer leur image, et du coup, participer au mouvement devient une sorte d'accessoire mondain, exhibé comme garantie d'une bonté et d'une modernité absolue. Alors on peut dire quelque chose de similaire à l'échelle des nations. Le mimétisme par lequel quantité de pays ont organisé des manifestations calquées sur celles qui se déroulaient aux États-Unis dénote une volonté de prendre part au mouvement, presque comme s'il s'agissait d'un festival. Alors c'est peut-être dû au pouvoir de fascination de l'Amérique à laquelle on souhaite ressembler, quitte à entretenir des désirs troubles et une sorte de jalousie de ne pas vivre les mêmes drames, qui génère une envie de se les approprier au prix de toutes les distorsions. Le fait que même ici, la plupart des pancartes soient écrites en anglais, alors bien sûr l'anglais c'est la langue internationale, mais quand même, le fait que la majorité de ces pancartes aient été écrites en anglais est un signe du caractère mimétique de ce phénomène, et on peut se poser la question, à qui est-ce qu'on s'adresse quand on écrit dans une langue étrangère? Est-ce qu'on est vraiment en train de proposer un dialogue, ou est-ce qu'on est en train d'incarner une posture pour faire partie d'un ensemble? Alors le problème de cette dimension universelle, c'est qu'elle donne l'illusion d'une réalité unique, alors qu'évidemment, ce qui se passe en Europe est quand même assez différent de ce qui se passe aux États-Unis. C'est pas la même histoire, c'est pas le même présent, c'est pas les mêmes pratiques institutionnelles, les mêmes habitudes, les mêmes mœurs, comme l'a encore rappelé ce qui s'est passé à Atlanta. The suspect then running, turning back towards the officers. Investigators say he pointed that stun gun at them, then one of the officers opened fire. Pour les cas spécifiques qui demande une étude détaillée des circonstances exactes de tel événement, ce mode de pensée universel n'est pas adéquat et devient même un obstacle à la découverte des causes profondes qui sont propres à des conjonctures particulières et qui se laissent pas subsumer sous des termes généralisants et commodes d'emploi. Des phrases de ralliement qui naissent aux États-Unis font quand même moins de sens quand elles sont entonnées à Stockholm ou à Lausanne. Ça prête à une confusion entre la cause et le réel, au point parfois où la première est carrément coupée du second. Et cette atmosphère de confusion, elle se ressent aussi au mélange incongru des luttes auxquelles on peut assister parfois. On peut même avoir l'impression que certaines personnes n'aimeraient rien moins que de vivre dans une société plus mauvaise et plus abjecte pour pouvoir laisser libre cours à un désir irrépressible de combattre quelque chose. Et il y aurait sûrement beaucoup à dire sur le rapport entre vide existentiel et militantisme de circonstance. Alors c'est peut-être là une manière de satisfaire un besoin d'idées, sachant que l'idéologie est un peu à l'idée ce que le McDo est à la gastronomie, ça se mange plus vite et ça coûte moins cher. Toutes ces causes, souvent tout à fait légitimes par ailleurs, mais les causes les plus répandues actuellement, elles ont le succès qu'elles ont aussi parce qu'elles apportent sur un plan strictement personnel et parce qu'elles permettent à la fois le sentiment d'appartenance à un groupe et l'extériorisation de certains affects. Et comme on a, et c'est tant mieux, largement pacifié
les relations intersubjectives et rendu la confrontation presque inacceptable, on reporte sur un adversaire plus abstrait que l'individu qui nous incommode les pulsions obscures qui nous donnent envie de taper sur quelque chose. Cette fonction exutoire des manifestations se signale entre autres par la surcharge affective qui les caractérise souvent et par la manière dont elles peuvent même devenir prétexte à l'amusement. Et alors on chante, on danse. Il n'y a qu'à entendre certains cris d'approbation. Ça ressemble plus aux cris des fans qui voient arriver leur idole sur scène. Et donc tout ça, pour certaines personnes, c'est aussi un jeu. Ça s'entend et même ça se voit sur certains visages et à certains propos. Alors pour comprendre et commenter le phénomène qu'est le rassemblement massif, il faut avoir à l'esprit que la masse, c'est d'abord un mode de coexistence sociale qui engage certains comportements et un certain type de rapport. Ce mode de coexistence sociale a fait l'objet d'une étude célèbre de Freud, dans laquelle Freud s'inspire lui-même d'une étude précédente de Gustave Le Bon. Et on a déjà rencontré plusieurs propriétés que ces deux-là identifient, mais on peut les commenter plus avant. Le seul fait que des individus, aussi disparates qu'ils soient, forment un ensemble, les dote de ce que Le Bon appelle une âme collective, qui les fait agir et penser d'une manière complètement différente de celle dont agiraient et penseraient les mêmes individus pris à part. Donc la masse, c'est d'abord l'effacement des particularités et le nivellement par résurgence de l'inconscient qui serait lui identique chez tous et qui correspond en gros au fond pulsionnel freudien. Dans ce contexte, le rapport des uns aux autres, c'est un rapport d'identification et de contagion affective. Le fait de percevoir le signe d'un affect fait naître cet affect-là chez le sujet qui perçoit, et plus le nombre de sujets qui le présentent est élevé, plus cette contrainte automatique est forte, et donc l'affectivité se nourrit réciproquement et de manière exponentielle. Et c'est pour ça que l'individu dans la masse dit et fait des choses qui peuvent être contraires à son caractère et à ses habitudes. On peut encore ajouter que pour Freud, l'identification repose en grande partie sur le langage. Et alors on comprend l'importance des slogans, des pancartes, etc., qui participent à l'abandon d'une volonté propre en faveur d'un moteur commun. Les sentiments de la masse sont toujours très simples et très excessifs. Et voici ce que dit Le Bon. Elle, donc la masse, verse immédiatement dans l'extrême. À peine surgi, un soupçon se transforme aussitôt chez elle en certitude inébranlable, un germe d'antipathie en haine féroce. Ce qu'elle exige de ses héros, c'est de la force, voire de la violence. Et alors on comprend mieux comment le caractère belliqueux de certains propos puisse être non seulement accepté, mais accueilli avec joie. Un commissariat a brûlé! Et c'est beau un commissariat qui brûle! Donc on se réjouit à l'unisson d'une violence qui ne sert strictement à rien, si ce n'est à cristalliser les énergies négatives et à motiver des réactions de rejet. Là on est dans un cas typique de dérive propre à l'esprit des masses, déploré une fois encore par Terence Floyd. In every case of police brutality, the same thing has been happening. Y'all destroy stuff, so let's do this another way. Let's do this another way. Let's switch it up. Do this peacefully, please. L'individu dans la masse, il est encore influençable et crédule. Freud compare son état à celui de l'hypnose, dans lequel le critère de réalité s'efface. Voilà ce que Freud écrit. Les masses n'ont jamais connu la soif de vérité. Elles exigent l'illusion à laquelle elles ne peuvent renoncer. Pour elles, l'irréel prévaut toujours sur le réel. L'ineffectif les influence presque aussi fortement que l'effectif. Dans ce contexte, les mots gagnent un pouvoir énorme puisqu'ils sont presque automatiquement reçus comme vrais. La France, je dis bien, la France, c'est-à-dire l'État français, est un État totalitaire, terroriste, esclavagiste, colonialiste.
Donc là, on a un discours extrême, mais qui reçoit une grande approbation, entre autres parce que les individus, là, sont dans des conditions qui les font acquiescer à des propos qui valideraient peut-être pas en temps normal. En somme, la masse est caractérisée par un recul de la capacité critique, une absence de doute, une propension au fantasme qui la rend sensible à la magie de certains mots et de certaines images. En somme, la masse est caractérisée par un recul de la capacité critique, une absence de doute, une propension au fantasme qui la rend sensible à la magie de certains mots et de certaines images, et à la force de la répétition. Et à ça s'ajoute l'impulsivité et un sentiment de toute puissance et d'irresponsabilité. This is just a snapshot of some of the damage that people will be waking up to in Soho through the night. They robbed every single thing they could get their hands on. Cases are empty. They smashed. Oh man. Autrement dit, il faut être prudent avant d'inférer d'une manifestation l'existence de croyances bien établies, parce qu'il faut encore faire le départ entre ce qui relève de la conviction et ce qui est à mettre au compte de la contagion affective et de l'identification, sachant que la masse est justement aussi le domaine de l'éphémère. Alors même si cette caractérisation pourrait être nuancée, et d'ailleurs Le Bon et Freud eux-mêmes notent que la masse ça peut aussi stimuler l'altruisme, la tolérance, l'abnégation, le sacrifice de soi, donc tout n'est pas mauvais, mais il faut quand même se méfier de ce qui se dit et de ce qui se fait dans un contexte où, selon toute vraisemblance, l'homme n'est pas au top de son potentiel. Et il y a peu de chances qu'on trouve dans une forme de régression le moyen d'un progrès.